Merci pour vos interventions. C'était assez intéressant. C'est un exercice sympa de faire une déclusion, de prendre un peu de recul par rapport à ce qui a été dit. Je trouve que c'est assez intéressant et si je puis me permettre, en tant que personne sage et assis dans la salle, je me permettrais juste de noter quelque chose que j'ai remarqué et je pense que c'est une appréciation culturelle parfois de la mission de l'entreprise et de sa manière de faire. Parce que ce qu'on constate en fait finalement, et pourquoi il y a cette frustration permanente des entrepreneurs à impact, même quand on parle de licorne verte, etc. C'est parce que je pense que la manière dont nous on perçoit le rôle de notre entreprise et la manière dont l'entreprise devrait fonctionner n'est pas nécessairement le même que les entrepreneurs qui sont nommés dans ces concours, etc. Et en fait, ce problème culturel, en tant qu'entrepreneur à impact, on le vit tout le temps. C'est-à-dire quand on ne vient pas nécessairement on n'a pas une culture de l'entreprise très forte ou qu'on ne vient pas nécessairement d'une grande école. Alors moi, j'ai fait une grande école un peu par opportunité de vie, on va dire. J'étais pas nécessairement prédestinée à faire une école de commerce et du coup, j'ai eu toujours ce regard un petit peu distant de la manière dont on voit le monde, dont on se présente en tant que personne quand on est dans ce milieu-là. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on attend de nous, en tant qu'entrepreneurs, en tout cas pour être légitime, d'avoir fait un seul parcours de vie, d'avoir une seule manière d'entreprendre, d'avoir une seule manière de gérer sa boîte, d'avoir une seule manière de la perspective de l'avenir qu'on a de notre boîte. Et en fait, quand on n'est pas un entrepreneur, souvent un homme qui vient d'une très très grande école, qui a une manière de présenter les choses, qui vise un exit assez rapproché, qui pense qu'effectivement c'est par l'hypercroissance qu'on fait plus, alors que en fait il y a des gens qui arrivent à faire autant avec moins d'argent. Et finalement il y a un souci même d'efficacité, qu'on n'a pas le même rapport à l'efficacité, qu'on n'a pas le même rapport à la culture de boîte, qu'on n'a pas le même rapport au partage de la valeur. Et on est souvent mis de côté. Et ça, c'est quelque chose que je constate et que je vois auprès de beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne. Parce que nous, on accompagne avec ma boîte depuis 8 ans des entrepreneurs de la tech qui viennent des milieux grandes écoles traditionnelles, donc qui ont une vision de l'hypercroissance, etc. Et aussi des entrepreneurs qui font les choses différemment. Et on en a beaucoup qui sont là aussi ce soir, comme des entrepreneurs comme Maud ou des entrepreneurs comme dans l'industrie, mais dans l'industrie un peu plus traditionnelle, on va dire, et qui n'ont pas nécessairement cette vision de l'hypercroissance et qui ont l'impression qu'en fait, en reprenant simplement un site industriel qui est laissé à l'abandon, qui a vécu des délocalisations, on fait de l'innovation. Qu'on n'a pas besoin de montrer qu'on a un procédé particulier qui va transformer machin, qu'on fait de l'innovation. En fait, parfois, avec des choses simples, on fait énormément d'innovation aussi. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette nouvelle appréciation de ce que doit être l'innovation, cette nouvelle appréciation de ce que doit être un entrepreneur à succès, cette nouvelle appréciation qui doit pénétrer les esprits de chacun, les esprits des régulateurs, les esprits des fonds. Parce que personnellement, l'expérience que j'ai de ma levée de fonds a été quand même assez difficile. Je suis en train, j'espère, si tout va bien, de faire mon closing en ce moment. Mais je vous avoue que j'ai rencontré des personnes sur mon chemin, des VC, des fonds impact, qui m'ont énormément scandalisée sur la manière dont ça fonctionnait aujourd'hui, dont on perçoit des entreprises qui ont une croissance organique et qui ont recherché la rentabilité pour être capable de montrer que oui, quand on demande de l'oseille à des gens, on espère pouvoir leur rendre en fait. Et pour nous, c'était essentiel avec mon associé qu'on soit capable de lever 10, 15 millions le jour où on sait qu'on sera capable de rendre l'argent qu'on va faire investir. Et ça, c'est encore une question de culture. Et je pense qu'il y a effectivement ce milieu, en tout cas, si je peux ouvrir un petit peu, ce milieu nécessite une vision culturelle un peu plus éloignée. Et peut-être qu'à ce moment-là, quand on aura ouvert nos chakras sur la culture d'une entreprise, sur la manière de faire, peut-être que naturellement, on se rendra compte qu'on aura dans nos Next 120 plus de femmes, qu'on aura plus de personnes issues des quartiers, qu'on aura plus de personnes qui ont des parcours sociaux différents, qu'on aura plus d'entrepreneurs un peu traditionnels, qu'on aura des profils d'entreprise, de manière de faire et différentes. Et je pense qu'il y a cette question du changement culturel où en fait j'étais pas partie pour dire ça, j'étais partie pour vous vendre un peu mes dispositifs. Et en fait je me sens un peu obligée de dire ça parce que je pense que c'est utile d'utiliser cette tribune pour pouvoir dire ça.
Voilà. Et comment on change la culture? Parce que c'est pas facile en fait, parce qu'on a tous des biais. J'ai bien réalisé un certain dirigeant de fonds VC ou certaines personnes chez BPI France également, avec qui j'étais en face, qui avaient un problème de mimétisme, c'est-à-dire ils ne s'identifiaient pas dans ce que je pouvais représenter en tant qu'entrepreneur. Moi, c'était compliqué de leur vendre une croyance que je n'avais pas, c'est-à-dire que ma boîte devait hyper scale pour pouvoir être efficace. Et du coup, on arrivait à un moment où on n'arrivait plus à se comprendre. Donc, c'est difficile d'opérer un changement culturel. Donc, comment on lutte contre un biais culturel? Et je pense qu'effectivement, tout le cadre qu'on essaie d'imaginer, c'est un moyen de lutter contre ces biais culturels. Les quotas peuvent être un moyen de lutter contre des biais culturels. Sista s'est beaucoup battu ces dernières années, notamment pour les femmes entrepreneurs, et on est toujours à 2% de fonds levés par des duos complètement féminins et 20 par des duos mixtes. C'est un scandale. C'est littéralement un scandale. Et on parle d'une inégalité qui est perceptible depuis la nuit des temps. On n'est pas là à essayer d'identifier le niveau d'inégalité. Bon, donc c'est un truc de ouf. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que on n'arrive pas à avoir effectivement suffisamment. Pourquoi je sais plus ce que je dis. Ah oui, voilà. On fixe des quotas, pardon. On fixe des mécanismes incitatifs, parce que là, j'ai réalisé, par exemple, typiquement pendant la levée de fonds, que les mécanismes incitatifs, ça fonctionnait. Que jamais des fonds traditionnels, des grandes banques, etc., n'auraient accepté de partager la valeur s'ils n'avaient pas eu la loi Pacte qui leur disait, si vous partagez 10% de votre plus-value avec les salariés, et là, derrière, vous pouvez effectivement défiscaliser cette partie de la plus-value que vous avez partagée. Donc ça fonctionne très bien. Et c'est pas que le mécanisme, même le fait de montrer que c'est possible, de montrer que c'est dans la loi, de montrer que c'est acceptable et même efficace pour le milieu économique, que effectivement d'opérer un partage de la valeur. Donc on croit énormément à ces mécanismes d'incitation qui permettent de lutter contre les biais. Des quotas, c'est nécessaire, et surtout faire confiance à une tierce partie prenante auquel on fait jamais confiance, qui est là pour beaucoup mon dada, qui est le citoyen. Les fonds, c'est compliqué d'opérer un changement culturel chez les fonds d'investissement. Franchement, ça fait 8 ans que j'essaie. Ils viennent tous des mêmes parcours, ils ont fait les mêmes écoles, ils ont partagé les mêmes bancs des sociétés de gestion, ils se retrouvent à la tête de fonds d'impact. Bon, il va falloir changer complètement leur manière de voir l'économie, l'entrepreneuriat. Et c'est pas grave. On ne demande pas aux gens de se déconstruire. On demande à minima effectivement d'avoir de nouveaux critères. Bon, si ça marche pas, il y a aussi d'autres gens qui ont beaucoup d'épargne. 5 000 milliards d'épargne qui est gérée aujourd'hui en France et qui est mal placée. Et cette épargne-là, elle ne sait même pas où aller parce qu'elle n'est pas soutenue. Vous parliez des 25% pour que tout le monde sache, c'est sous un plafond de niche fiscale avec 15 autres niches fiscales. Et derrière, ça représente pour beaucoup de personnes rien. Et même pas 25% de défiscalisation. Donc il y a besoin effectivement d'énormément de dispositifs d'incitation. Parmi ceux-là, il y a la défiscalisation, mais pas que. En Angleterre, quand même, qui est un marché des plus dynamiques, c'est-à-dire que les acteurs comme moi, ils lèvent 1 milliard par an et pas 40 millions par an. Et ils ont mis en place des mécanismes où les particuliers, ils peuvent complètement défiscaliser de leurs impôts l'ensemble de leurs pertes. Donc ça, effectivement, le IS dont vous avez parlé également. Leurs mécanismes permettent également que la Big Society Capital puisse garantir l'épargne des individus, alors qu'aujourd'hui BPI, pour que vous sachiez, parce que les fonds de VC sont toujours là un peu mais ils bénéficient d'une garantie de la BPI aujourd'hui pour faire leurs investissements. Et les particuliers aujourd'hui ne bénéficient pas de telles garanties. Et derrière, on a des particuliers qui, effectivement, doivent prendre le risque que les VC ne prennent pas, etc. Donc moi, je pense que ce serait une mesure transformatrice que, effectivement, d'avoir des gros mécanismes incitatifs pour les investisseurs particuliers. En plus, ça fait de la démocratie, de l'éducation des particuliers. Ah, comment fonctionne une entreprise? Ça rend les gens même plus... nous, on l'a vu chez l'ITA. Ça rend les gens encore plus solidaires vis-à-vis des boîtes au moment où elles en ont besoin. Pendant le Covid, il n'y en avait pas un qui allait rechigner pour pouvoir soutenir l'industrie du Nord ou la boîte Tech for Good qui n'arrivait pas à livrer parce que voilà, les personnes étaient malades, etc. Donc ils sont vraiment capables en fait d'avoir aussi une appréciation de la diversité des typologies d'entreprises, la diversité des entrepreneurs, la diversité aussi des territoires. Et ça, je pense qu'on a besoin de les soutenir davantage. Donc voilà, ce sera un peu mon mot final aujourd'hui avec vous pour ne pas non plus répéter ce qui a été dit. Merci à toutes et à tous.